sommaire de cette édition, l'autorité de la mobilité urbaine dans le Grand Abidjan a organisé un atelier visant à échanger et prendre en compte les contributions des groupes de travail de la mobilité. Dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre le cancer, le Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara a mobilisé les moyens pour poursuivre ces rencontres d'information et de sensibilisation. Et à Bandoukou s'est tenue la cérémonie de présentation du mécanisme régional de suivi et de mise en œuvre de la politique nationale de protection de l'enfant. Plus de précisions dans ce journal. Vous êtes sur la chaîne utile au cœur de l'information d'ici et d'ailleurs. Bienvenue à tous. L'autorité de la mobilité urbaine dans le Grand Abidjan, dont le rôle est l'organisation et la coordination des différents modes de transport du périmètre des transports urbains composé des 19 communes du Grand Abidjan, a organisé un atelier récemment. Un atelier qui vise à échanger, former, sensibiliser, rechercher des solutions et prendre en compte les contributions des groupes de travail de la mobilité, acteurs dans les projets initiés par l'AMUGA, nous témoignent Sandrine Kwame et Tima Traoré. Impliquer tous les acteurs du transport artisanal dans le processus de professionnalisation et de modernisation du secteur des transports. C'est le but de cet atelier de discussion initié par l'AMUGA, autorité de la mobilité urbaine dans le Grand Abidjan. Cet atelier a réuni les groupes de travail de la mobilité, les principaux acteurs du secteur du transport non conventionnés, ainsi que des représentants de mairie, de la police et gendarmerie nationale. Ils ont échangé sur les problèmes liés à la mobilité urbaine afin de mener à bien les missions qui leur sont assignées. L'AMUGA, n'est-ce pas, dans le cadre de ses missions, n'est-ce pas, est amené à travailler avec l'ensemble des acteurs. Donc, on a 19 communes que nous couvrons dans le Grand Abidjan. Donc, on a voulu, dans un premier temps, installer ce groupe de travail-là pour fédérer ou mutualiser l'ensemble de nos actions et qu'on puisse mieux se concerter et échanger avec les acteurs. Donc, aujourd'hui, nous sommes à la dernière phase qui regroupe aujourd'hui Cocody, Plateau, Ayamé et Benyaville. Cet atelier auquel nous avons participé aujourd'hui, il convient pour nous d'abord de dire merci à AMUGA. Et cet atelier nous a permis vraiment de comprendre et de connaître les avantages du civisme et inviter toutes les populations à s'imprégner des valeurs citoyennes, des valeurs du civisme qui nous ont été enseignées aujourd'hui. Notons que l'AMUGA assure dans le Grand Abidjan la gouvernance institutionnelle de la mobilité urbaine, définie comme étant le transport urbain et la circulation des personnes et des marchandises. Et on s'intéresse à la microfinance. Les seniors de l'UNACOPEXI ont un nouveau produit à portée de main. L'UNACOPEXI et son partenaire Alliance mettent à leur disposition le produit COPEC Solidarité Senior, une épargne dont ils peuvent bénéficier de leur vivant et leur héritier après leur mort. Le reportage est signé Philippe Zabo et Maru Seri. Les seniors de l'UNACOPEXI n'ont plus rien à craindre en ce qui concerne leur disparition. L'UNACOPEXI et son partenaire, l'assureur Alliance, mettent à leur disposition COPEC Solidarité Senior, une solution d'assurance adaptée à leurs besoins et qui leur permettra de laisser des subsides à leurs héritiers. Alors ce produit COPEC Solidarité Senior, c'est pour répondre aux besoins des vieilles personnes qui se sentaient exclues du précédent produit qu'on appelait COPEC Solidarité tout court. Alors COPEC Solidarité tout court, ça s'arrêtait aux personnes de 70 ans. La couverture de ce produit s'arrêtait aux 70 ans. Avec COPEC Solidarité Senior, on va au-delà de 70 ans pour les couvrir en termes de au cas où ils ont décédé, ils vont bénéficier de la couverture obsèques, c'est ça, c'est un peu ça. La présentation de COPEC Solidarité Senior, qui sera lancée le 2 janvier 2024, a donné lieu à des échanges entre les souscripteurs, l'UNACOPEXI et l'Alliance. Mais à la fin, ils ont été séduits. Il est clair que ce produit se devait d'être simple, accessible à tous et puis pas trop contraignant. Donc on donne la possibilité aux sociétaires de faire une contribution sur 5 années et après ces 5 années, il n'y a plus de contribution à faire. On attend simplement le moment fatidique. Ce qui me plaît dans ce produit, d'abord je fais une épargne de mon vivant et demain,
quand je ne serai pas là, mes enfants vont en bénéficier des fruits de ces produits. La cérémonie de lancement de Copec Solidarité Senior s'est terminée par le 17e tirage au sort de Copec Épargne Bonus. Dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre le cancer, le Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara poursuit ses rencontres d'information et de sensibilisation. Nous vous proposons de suivre les temps forts de sa rencontre dénommée Cœur à Cœur. Au-delà des soins par la chimio et la radiothérapie, le Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara CNRAO, c'est aussi un suivi psychologique. Une tâche dont s'est chargé le docteur Judith Didi Kouko Koulibaly, directrice générale du centre, lors d'un échange avec les patients de l'hôpital. Elle a présenté l'institution dans sa mission de lutte contre le cancer en Côte d'Ivoire et dans la sous-région, tout en soulignant quelques innovations majeures, se composant d'un plateau technique à la pointe de la technologie, permettant une prise en charge plus rapide des malades. Elle a aussi insisté sur l'aspect social de l'institution, notamment la possibilité d'être soigné avant des paiements échelonnés. La gratuité et la réduction des coûts des médicaments, le suivi psychologique des personnes atteintes de cancer. Ces mots rassurent, le cancer peut être guéri ou réduire à une maladie chronique. Donc nous avons, vous l'avez vu, nous avons présenté beaucoup d'innovations qui ont été mises en place dans le cadre de la lutte contre le cancer ici au CNRAO depuis l'ouverture. Certains patients viennent mais ne sont pas forcément informés de tout. Et il était important pour nous de leur présenter ça, mais surtout de leur répéter que le cancer n'est plus une fatalité et que cet établissement public qui a été mis en place par l'État de Côte d'Ivoire est venu contribuer à renforcer l'offre de soins dans la lutte contre le cancer pour augmenter le taux de guérison, à défaut de guérison, transformer le cancer en maladie chronique. Mais parce qu'on sait que c'est une maladie difficile, il y a toute une activité d'accompagnement, de soutien psychologique, de sport, d'esthétique. Pendant ces échanges, elle a pu recueillir les préoccupations des patients de l'hôpital, des préoccupations qui devront permettre au CNRAO d'améliorer ses services. Alors moi, la proposition que j'ai faite est qu'ils voient un peu ce côté pour alléger le coût de ces médicaments. Par exemple, on te fait la chimio. Après la chimio détruit le globule blanc. Après la chimio, tu n'as plus de sang. Il y a une autre piqûre qu'ils vont te prescrire qui coûte 100 et quelques mille. Tout cela, c'est à revoir. C'est à revoir. Parce qu'ils ont dit qu'ils font du social. Donc vraiment, qu'ils se penchent un peu sur ce côté-là. Rappelons que le Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara est le premier hôpital public de Côte d'Ivoire destiné aux malades du cancer. Intéressons-nous au social dans cette édition. L'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours est aux côtés des personnes handicapées. Elle a remis ce vendredi des dons à l'Institut ivoirien pour la promotion des aveugles de Yopougon d'une valeur d'environ 43 millions de francs CFA. Ces dons sont composés de matériel médical, informatique et d'infrastructures. Konena Norgo et Doumbia Ayouba. Une voie bitumée d'une longueur de 100 mètres, un cabinet d'ophtalmologie entièrement équipé, du matériel informatique et une rue pavée avec des bancs. En tout, il y en a pour une valeur de 43 millions de francs CFA de dons pour l'Institut ivoirien pour la promotion des aveugles, INIPA. Donateur de ces infrastructures, matériel sanitaire et informatique, l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. L'Église de Jésus-Christ des Derniers Jours s'inscrit dans le social pour accompagner le gouvernement ivoirien. Parce que nous savons que le social c'est important, c'est grand. Et le gouvernement ivoirien, l'État ivoirien ne peut pas faire lui seul toutes ces choses. Donc nous, dans notre politique d'humanitaire, d'œuvre sociale, d'œuvre caritative, parce que vous savez, dans le livre de Matthieu, au chapitre 25, le Seigneur Jésus-Christ enseigne ses disciples. Et puis il leur dit, à un moment donné, vous m'avez habillé, vous m'avez visité quand j'étais en prison, vous m'avez soigné quand j'étais malade. Et puis ses disciples disent, mais nous, on ne se rencontre pas, on n'a jamais su quand est-ce qu'on t'a habillé. Quand est-ce qu'on t'a rendu visite en prison? Quand est-ce qu'on t'a soigné? Et le Seigneur Jésus dira que toutes les fois que vous faites ça à ces enfants qui sont malvoyants, toutes les fois que vous faites ces dons à ces handicapés, des personnes en situation de handicap, vous le faites envers moi et pour moi.
Ces dons de l'église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours à l'INIPA ont été appréciés au plus haut point par les autorités ivoiriennes. En témoigne la présence du directeur de cabinet du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, venu officier en personne la cérémonie. Aujourd'hui donc, l'église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours qui nous a accompagnés avec des équipements médico-ophtalmologiques de dernière génération pour équiper le centre que nous avons ici au sein de l'Institut des aveugles, qui a également participé au bitumage de notre voirie interne et a également mis des pavés au sein de l'INIPA. Les Saints des derniers jours sont des partenaires de choix parce que c'est des gens qui sont venus à nous, qui nous ont offert un centre d'ophtalmologie à plus de 15 millions, avec tous les appareils, réhabilitation de la salle, équipement de la salle. L'église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours a été installée officiellement en 1991 en Côte d'Ivoire. L'église compte plus de 60 000 membres répartis dans 251 agrégations et 142 lieux de culte. Et prenons la direction de Yamoussoukro. Afin d'amener la jeunesse africaine à l'autonomisation, l'organisation panafricaine Life Builders a organisé récemment la 2e édition de l'Université africaine de l'entrepreneuriat. En prit part plusieurs experts, chefs d'entreprise et entrepreneurs. Le point avec Charles Kouakou, commenté par Pierre Tebeu. Ils étaient nombreux, tous des élèves et entrepreneurs venus participer à ce masterclass de l'Université africaine de l'entrepreneuriat. Une idée qui permettra aux jeunes Africains qui ont compris le sens de l'entrepreneuriat et ne cessent de se battre, de construire un avenir radieux. Nous sommes là aujourd'hui à travers cette masterclass. Donner les outils aux jeunes, donner les outils aux femmes pour qu'ils puissent prendre pleinement leur place dans le processus de développement de la Côte d'Ivoire. Car c'est à eux, la force vive de notre nation. Plusieurs panélistes ont pris part à cette rencontre qui pour eux est une bonne initiative d'associer la jeunesse africaine vu son dynamisme. Cette jeunesse aspire à l'autonomisation. Les jeunes, quant à eux, se disent satisfaits de ce genre d'initiative qui les encourage. J'ai prêté beaucoup attention à ça parce que nous voulons aussi nous investir à cela. Parce que je trouve que ce n'est pas forcément, en allant forcément à l'école qu'on peut réussir. Après cette rencontre, ils se sont tous retrouvés dans la soirée pour un dîner gala où plusieurs entrepreneurs ont été distingués dans leurs différents domaines d'activité. Je suis très heureux d'avoir participé à cette cérémonie. Pour nous, à la Salomon Bessali Business School, ce prix représente la reconnaissance d'un travail soutenu, abattu durant ces 3 dernières années. Les regards sont désormais tournés vers la 3e édition qui aura lieu en 2024. Et nous restons toujours dans la capitale politique ivoirienne où le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, professeur Adama Diawara, a ouvert une bibliothèque numérique destinée aux étudiants, enseignants et chercheurs de Côte d'Ivoire. Baptisée Bibliothèque Alassane Ouattara en hommage au président de la République de Côte d'Ivoire pour ses actions en faveur de l'enseignement et du monde de l'enseignement supérieur. Cette bibliothèque vient résoudre la question d'obtention des ouvrages dans nos universités. En Côte d'Ivoire, plusieurs jeunes étudiants sont confrontés à une scolarité difficile à cause de la cherté des ouvrages et de manuels scolaires. En marge du lancement officiel, les meilleurs étudiants des 9 universités publiques de Côte d'Ivoire ainsi que ceux de l'INPHB et l'École normale supérieure ont reçu chacun un ordinateur portable de dernière génération et un code d'accès à la bibliothèque. 200 codes ont été également distribués aux enseignants-chercheurs des différentes universités et grandes écoles dont l'ENS et l'INPHB. Par ma voix, tous les récipiendaires vous rassurent de faire bon usage de ces appareils de dernière génération. Donc pour le moment, 200 codes, c'est vrai, pour les étudiants les plus méritants, mais bientôt, nous rentrons en négociation pour qu'on ait un coût unitaire accessible à l'ensemble des étudiants. Parce que je signale que quand même, il y a une économie d'échelle à faire parce que, comme je l'ai dit, nous avons 293 610 étudiants. Mais il faut faire en sorte que chaque étudiant puisse avoir accès à cette bibliothèque qui est très riche. Donc une fois de plus, le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, vient de donner à l'ensemble des jeunes de Côte d'Ivoire, notamment la jeunesse estudiantine, un instrument
vraiment dont la portée est incommensurable. Signalons que le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique était accompagné du ministre en charge des mines et du pétrole. Les sociétés semi-industrielles du secteur minier face aux défis de la légalité a constitué le thème du café de l'UJB, une tribune d'échange des hommes et femmes professionnels des médias de Bouaké. Invité à cette tribune, Tozan Bigaladeni, administrateur général de la société minière Kossa Gold. À la lumière de la thématique, l'homme a montré que le secteur est vivrier d'emploi pour les jeunes, tout en plaidant auprès de l'État ivoirien pour une simplification des procédures d'autorisation et d'exploitation de cette importante ressource nationale. D'entrée de jeu, l'administrateur général de l'entreprise minière Kossa Gold SA a mis l'accent sur les opportunités pour les jeunes à entreprendre dans l'orpaillage. Pour Tozan Bigaladeni, le défi se situe certes au niveau de la légalité, mais il faut encourager les nationaux à pratiquer formellement cette activité pourvoyeuse d'emploi pour les jeunes. L'exploitation semi-industrielle en Côte d'Ivoire est le moteur, pour ma part, de développement socio-communautaire de base à l'échelle locale. Il est aussi important, surtout, de dire aux jeunes Ivoiriens que l'État ne peut pas tout faire à notre place. Il faut qu'ils se donnent l'idée de business, l'idée d'entrepreneuriat dans tous les différents secteurs d'activité de leur choix. Toutefois, il souligne que de nombreux obstacles n'incitent pas à la pratique de ce métier, au nombre desquels la lourdeur dans le processus d'acquisition des autorisations nécessaires à l'exercice de l'activité. Pour l'administrateur général de Kossa Gold SA, cela contribue au contraire à décourager les opérateurs à se lancer dans l'exploitation minière à petite et semi-échelle. Qu'on facilite vraiment l'acquisition des autorisations parce que quand ça traîne, je pense que ça pourrait aussi contribuer à l'orpaillage illicite parce que certains veulent faire de ça leur activité. Ces points de vue, Tozan Bigaladeni les a développés au café de l'UJB, qui est une tribune de l'Union des journalistes professionnels de la communication de Bouaké. Aujourd'hui, on sait que l'orpaillage fait couler beaucoup de salive en Côte d'Ivoire. Donc il était important que M. Gala vienne éclairer la lanterne des journalistes. À travers ce type d'échange, l'UJB entend permettre aux personnalités, organisations ou associations de se prononcer sur des questions importantes et utiles à l'évolution de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique et du monde. Le reportage était signé Emmanuel Bonzo. Une délégation du ministère de l'Environnement et du SIAPOL était à Mans dans une journée de sensibilisation des opérateurs économiques et responsables d'industrie. C'est autour du thème mission du SIAPOL, quelle collaboration avec les industriels, que cet atelier d'information et de sensibilisation des industries s'est tenu. Le reportage de Théodore Kanga. Le Centre ivoirien anti-pollution a organisé récemment à Mans, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, une rencontre avec les industriels et opérateurs économiques. À en croire Yapo Osei Bernard, directeur de SIAPOL, cette rencontre s'inscrit dans le cadre des échanges avec les industriels afin de dégager les priorités de collaboration devant permettre de relever les défis d'un environnement sain. Nous travaillons avec des industriels à travers des installations classées pour lesquelles nous faisons des inspections. Mais il était temps d'informer ces industriels sur les missions du SIAPOL. C'est pour ça que nous avons donc convoqué, invité ces industriels qui sont nos partenaires à venir aujourd'hui discuter avec eux, leur présenter les missions du SIAPOL dans le secteur industriel bien sûr. Nous avons pour mission de veiller à la protection de l'environnement, à l'amélioration du cadre de vie de nos concitoyens. Mais nous avons également pour mission d'accompagner les industriels qui sont, dans notre jargon, des responsables des installations classées pour la protection de l'environnement. De notre société, dans la mise en œuvre de la protection de l'environnement, nous avons des méthodes afin de ne pas pouvoir contaminer les sols et de ne pas polluer aussi la couche d'ozone. Je donne le conseil que je pourrais donner aux autres industriels, c'est de respecter les critères de l'environnement, toujours ne pas contaminer les sols et protéger la couche d'ozone. Cette rencontre a permis aux responsables du SIAPOL de recueillir les préoccupations et difficultés auxquelles les opérateurs économiques industriels font face.
Récemment à Korogo s'est tenue la 6e édition du Poro Run, une activité initiée par la jeunesse. Cette activité vise à promouvoir le vivre ensemble, la paix et la cohésion sociale, vu que le sport est un facteur incontournable de rassemblement et de rapprochement. Ouattara Daouda. Cette 6e édition du Poro Room, initiée par Josia Kakou, a rassemblé toute la jeunesse congolaise et d'ailleurs, afin de s'unir et travailler dans un même esprit en leur parlant de l'importance de la cohésion sociale. Dans la société également une sensibilisation afin d'éviter la perversité, la haine sur les réseaux sociaux. Placé sur le terme, jeunesse éclairée, avenir rassuré, un internet sûr pour tous. Poro Room est une activité de rassemblement, de partage et de brassage culturel porté au regard de la jeunesse sapiens sur 3 volets. Le volet à l'éducation, le volet du sport et le volet de divertissement. Les participants étaient très heureux d'un tel projet et mobilisent la jeunesse de ne pas rester en marge du Poro Room. Le marathon est chic, on s'amuse. On est là avec nos amis. Moi, franchement, pour dire en toute sincérité, je suis très ému. Venu depuis Abidjan pour Poroli 6e édition. Donc c'est un événement qui me tient vraiment à cœur. Bon, c'est un événement aussi qui va participer à la cohésion sociale de la ville de Korogo, pour le développement de la ville de Korogo et nous aussi les jeunes, pour que nous puissions booster pour notre avenir. Pour nous, cet événement est l'occasion pour tous ces jeunes qui organisent cet événement de rassembler la jeunesse autour d'une activité ludique qui leur permet également de s'amuser et tout en apprenant. 6e édition du Poro Room s'est terminée par un concert géant offert par la jeunesse. Joie, émotion, partage était au rendez-vous. Un mot de protection des enfants dans ce journal, et c'est à Bandoukou que nous nous rendons. Là-bas s'est tenue la cérémonie de présentation du mécanisme régional de suivi et de mise en œuvre de la politique nationale de protection de l'enfant. Cette activité est initiée par l'ONG Notre Grenier en collaboration avec la direction régionale de la famille, de la femme et de l'enfant du Gontougo, avec le soutien technique et financier de Save Children International, suivant le compte-rendu d'Anissé Kouadio. Tout ce qui rentre en ligne de compte est l'épanouissement de l'enfant en général, occupe une place prépondérante dans la matrice d'action de l'ONG Notre Grenier, en accord avec la direction régionale de la femme, de la famille et de l'enfant du Gontougo et avec le soutien technique et financier de l'ONG Save Children, a procédé à la présentation du mécanisme régional de suivi et de mise en œuvre de la politique nationale de protection de l'enfant. Si on a des plaidoyers à faire, on n'a pas des données chiffrées, le mécanisme est bienvenu pour nous permettre de capitaliser toutes les données dans le domaine de la protection de l'enfant. En application de la politique nationale de protection de l'enfant, PNPE, de créer des conditions favorables à la couverture et à la collecte des données fiables relatives à la violence faite aux enfants dans la zone de Bandoukou et du Gontougo. Il est important de mettre en place un mécanisme régional qui va adresser des questions au niveau de la région, des questions de protection de l'enfant. C'est l'étude vraiment à travers le projet CP a voulu appuyer ces efforts-là pour que au niveau du Gontougo, la question de protection puisse avoir plus de monde. Le problème des enfants est un problème assez important qui tient à cœur au gouvernement. Nous comptons sur la contribution et la participation de tous. La direction régionale de la famille, de la femme et de l'enfant et l'ONG Notre Grenier, avec l'appui technique et financier de Save Children International, cette approche a pour objectif de consolider la réponse sécuritaire, sociale et humanitaire globale, en insistant sur la définition des standards de protection, la transparence dans la communication des données. Et au-delà de nos frontières, au Ghana, le Sud-Africain Gold Fields a annoncé récemment la vente de sa participation de 45% dans la mine d'or d'Asanko. En rachetant cette participation, son partenaire Galliano Gold porte ses intérêts dans la mine à 90% avec une contrepartie de 170 millions de dollars. Entrée en production commerciale en 2016, la mine d'or d'Asanko devrait livrer 120 à 130 000 onces en 2023. Elle est détenue à 10% par le gouvernement ghanéen. Au Nigeria, les travaux de réhabilitation de la raffinerie du port en cours lancés depuis quelques mois ont progressé. Selon les informations, l'opération affiche désormais un taux général d'exécution de 77%
au 15 décembre 2023. D'ici le dimanche 31 décembre, la Nigeria National Petroleum, qui supervise le projet de réhabilitation, prévoit que les travaux de la phase 1, impliquant entre autres l'achèvement des dispositifs mécaniques et l'installation, seront bouclés. Et voilà qui marque un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi et très bonne fête de Noël à tous et à chacun.